Monsieur le rabbin, merci de votre présence. Monsieur le président de la communauté Yves Dunant, cher Nicole, ancienne présidente du CRIF. Je vous remercie à tous d'être là pour une rencontre que nous avons souhaité le plus rapidement possible au regard des événements qui sont en train de se dérouler en Syrie, en Turquie. Je remercie vraiment du fond du cœur tous ceux qui ont accepté de rejoindre notre initiative un peu rapide. Et évidemment, je remercie tout d'abord le département, avec le représentant ici à ma gauche, Vincent Gilbert, et le conseil régional qui est ici aussi, avec Aude Lumeau, préceptrice, et la mairie de Toulouse va peut-être nous rejoindre. C'est aussi très important, je pense, pour vous, indépendamment de la démarche de la communauté juive, de savoir que les trois collectivités sont à vos côtés, et si elles le souhaitent, vous aurez tout à fait la possibilité de dire quelques mots tout à l'heure. Nous avons été, nous, communauté juive à Toulouse, particulièrement. Je remercie Achour, parce que c'est très important aussi, je le disais tout à l'heure avant que tu n'arrives, combien c'est important pour nous que les autres communautés qui ont connu des épreuves difficiles dans l'histoire soient à nos côtés. Nous y sommes toujours très sensibles, donc c'est toujours un plaisir pour nous de t'avoir à nos côtés. Aujourd'hui, hélas, l'actualité se concentre une nouvelle fois sur les Kurdes, et nous avons ressenti très vite une forme d'injustice terrible qui était en train de se dérouler sous nos yeux. D'abord parce que ce sont les Kurdes qui ont mené sur le terrain cette offensive qui a permis d'endiguer peut-être une vague encore plus grande de terrorisme dans nos frontières. Les nations occidentales ont apporté des soutiens matériels, aériens parfois, mais parce qu'ils n'avaient pas l'envie, le courage, la volonté politique d'aller se confronter en réalité sur les théâtres d'opération. Et à plusieurs reprises, plusieurs fois, nous avons constaté le courage physique des hommes et des femmes kurdes sur le terrain, qui affrontaient l'État islamique, qui affrontaient parfois une armée syrienne ambiguë à leur endroit. Et nous sommes sensibles à la fois au courage de ces soldats valeureux qui ont endigué la progression forte et dangereuse et inquiétante de l'État islamique, et qui ont, avec une volonté incroyable, et nous avons un ami commun, si j'ose dire, puisque Bernard-Henri Lévy, plus d'une fois décrié, mais sur ce combat en particulier, ne souffre d'aucune contestation, à la fois par l'engagement qui est le sien, et la sincérité, et la constance, et la fidélité qu'il a à l'égard des Kurdes. Nous avons été, j'ai été particulièrement sensibilisé par lui, nous sommes amis et nous avons plusieurs fois échangé sur cette question. Il sait que nous organisons cette rencontre aujourd'hui, il est très heureux, et ce soir à 18h, il organise une projection à Paris de son film Peshmerga, avec un échange après la diffusion. Nous sommes heurtés parce que l'ingratitude et la méconnaissance de l'histoire de nos dirigeants dans le monde aujourd'hui fait de vous de nouvelles victimes dans un délai très bref, une absence de mémoire considérable, alors que c'était il y a à peine quelques semaines que nous célébrions votre courage, que nous célébrions votre volonté d'en découdre, votre force d'aller sur le terrain, d'être des combattants exceptionnels. Vous avez eu, je ne trahis pas de secret, aussi beaucoup d'appui logistique, peut-être de renseignement de l'État d'Israël, et vous savez notre attachement affectif à l'État d'Israël, et c'est la raison pour laquelle il nous paraissait tout à fait évident de vous manifester dans l'humilité qui doit être la nôtre dans l'épreuve que vous traversez, de vous manifester notre soutien, notre solidarité. Et à travers cette rencontre, et je tiens à ce que vous exprimiez, bien sûr, c'est important pour nous, vous dire que nous sommes à votre disposition, que toute initiative que vous prendrez, quelle que soit la nature de ces initiatives, nous serons à vos côtés. Et nous essaierons du mieux que nous pouvons
dans la mesure de nos moyens, de nos réseaux, de notre écoute, de ce que les gens peuvent avoir envie d'entendre de notre part, et je salue la dépêche du midi, nous essaierons de relayer le plus possible votre parole. Nous sommes une communauté ancienne à Toulouse, organisée, qui est parfaitement insérée dans la vie économique, sociale, citoyenne de la cité, et donc nous sommes à votre disposition. Je disais tout à l'heure à Nicole Yardeni, l'ancienne présidente du CRIF, je disais, il y a une formule qui m'a frappé. Dans toutes les guerres, les gens ont le sang de leurs ennemis sur les mains, et je dirais qu'aujourd'hui, Trump a le sang de ses amis dans les mains, puisqu'il les a lâchement abandonnés avec un simple tweet. Et la société dans laquelle nous vivons est assez effrayante, tant il est vrai qu'avec un simple tweet, on peut libérer des énergies négatives, et particulièrement celles du président turc, qui n'a pas hésité, avec une petite fenêtre de tir que lui avait laissée Donald Trump, laisser ses troupes venir massacrer vos soldats, vos familles, vos femmes, vos enfants, déplacer en même pas une semaine plusieurs dizaines de milliers de personnes, des familles arrachées à leur vie, arrachées à leur famille aussi, entre eux. Et donc, pour nous, c'est essentiel de vous dire combien nous sommes à vos côtés, combien ce que vous vivez aujourd'hui nous touche beaucoup, et vous dire que dans les jours qui viennent, parce que nous ne sommes pas dupes comme vous de ce cessez-le-feu, qui, je l'espère, ne servira pas par cynisme aux troupes américaines de se retirer en demandant aux Turcs de cesser les bombardements, et pire encore aux Français. Ce serait terrible pour notre nation, pour son histoire, pour son identité, pour son ADN, de collusionner avec les Américains pour faire dégager nos forces spéciales et permettre à Erdogan et à ses soldats d'être encore plus sanguinaires à votre égard. Je n'ignore pas non plus que la France a fait beaucoup du point de vue matériel, du point de vue du renseignement, du point de vue aussi des formations pour les Kurdes dans la période où il y avait un intérêt avec la menace de l'État islamique. Et je crois qu'il faut maintenant faire pression auprès de notre gouvernement pour qu'il reste droit dans ses bottes et que d'une certaine façon, nous ne reproduisions pas ce que l'histoire de notre pays a fait à l'égard des Harkis ou à l'égard de tous ceux qui ont combattu aux côtés de la France et qui ont été ensuite lâchement abandonnés. Donc nous serons de ce point de vue-là extrêmement vigilants, et j'ai demandé au président du CRIF national que dans les semaines qui viennent, il puisse y avoir des initiatives diplomatiques et politiques qui soient prises auprès de notre gouvernement pour que le CRIF, quelques semaines, quelques mois avant le rendez-vous annuel que nous avons lors du dîner annuel du CRIF avec le président de la République, puisse nous donner des gages sur la nature profonde de l'engagement de la France et de l'Union européenne contre la Turquie, qui en plus raye d'un trait de plume ce qui est l'engagement du traité atlantique de l'OTAN, qui nous impose à nous d'être non agressifs militairement avec les Turcs, et qui profite en quelque sorte de ce traité pour nous empêcher d'appliquer des mesures de rétorsion militaire, matérielle, etc. à l'égard des Turcs, à l'égard plutôt du gouvernement d'Erdogan, parce que vous avez dans la population turque une forte représentation, vous avez des partis politiques qui sont représentés, et je salue aussi la dignité, le sang-froid qui est celui des Kurdes en Turquie aujourd'hui, parce que nous aurions pu attendre de n'importe quelle population à l'intérieur d'un pays qui agresse votre communauté des attentats, et quand j'entends Erdogan qualifier les Kurdes de terroristes, c'est un non-sens, c'est un contresens absolu. Les Kurdes ne sont pas des terroristes, et en l'occurrence c'est la Turquie qui se comporte aujourd'hui comme des terroristes à votre égard, parce que c'est vous qui avez combattu les terroristes de l'État islamique, et c'est un abus de langage destiné à faire écran de fumée, à brouiller les esprits et à vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas. Donc voilà ce que je voulais dire en préambule, et puis je voulais vous remercier, à vous, d'avoir répondu présent à notre invitation en début de semaine. Et puis je vous passe la parole, et vous êtes tout à fait libre de prendre la parole, chacun d'entre vous, il n'y a pas de formalisme particulier. Merci. Merci Monsieur le Président, merci à vous d'être présent aujourd'hui. Je souhaitais déjà vous remercier pour l'organisation de cette réunion et pour le soutien que vous nous manifestez aujourd'hui.
L'histoire en fait se répète de nouveau pour notre peuple. Ce n'est pas la première fois qu'on fait l'objet de trahison de la part des États. Ce n'est pas la première fois qu'on se fait massacrer. Ce n'est pas la première fois que nous avons tant de déplacés. C'est malheureusement devenu monnaie courante dans notre histoire d'être toujours ainsi déracinés, enlevés de nos terres et tués pour ce que l'on est. Parce que l'on défend notre langue, parce que l'on défend notre culture, que l'on défend notre singularité dans cette région-là. Compte tenu de la situation dans laquelle ont été les Kurdes et compte tenu du courage dont ils ont fait part en combattant l'État islamique, il est vrai que nous attendions quand même une réaction à proportion plus élevée des actes vraiment de la part de l'Europe et des membres de l'Union européenne, notamment de la France. Je pense que vous devez savoir que nous sommes extrêmement déçus, extrêmement indignés de ce qui se passe aujourd'hui. Les Kurdes ont quand même perdu 11 000 vies, 11 000 jeunes femmes et hommes qui se sont battus contre cette... Je ne saurais même pas comment les décrire. On a vu de toute façon les images, on a eu les informations à la télé. C'était les seuls à se battre contre eux. Et aujourd'hui, ce sont les mêmes qui se font bombarder, massacrer par les troupes turques sans aucune action de la part de tout le monde. Donc malheureusement, voilà, comme j'ai dit, c'est notre histoire, ça se répète. On aurait aimé que ça se passe autrement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est très très important d'avoir votre soutien, d'avoir le soutien de tous pour nous permettre de faire un petit peu pression sur nos gouvernements pour qu'il y ait des actions, parce que c'est possible. Ils peuvent tout à fait mettre en place des sanctions diplomatiques, des sanctions économiques. La Turquie n'est pas non plus infaillible. Il est tout à fait possible de la ramener à la raison pour qu'on puisse sauvegarder les vies aujourd'hui qui sont complètement détruites au Rojava, ce qu'on appelle le Rojava syrien. Voilà, c'était tout pour moi. Merci à Aïcha d'avoir développé. Je vous remercie tout particulièrement pour l'initiative que vous avez prise d'organiser cette réunion et aussi tous ceux qui ont pris le temps de venir d'assister à cette réunion. Je pense que, comme ma collègue Mami vient de répéter, vient de dire, l'histoire se répète. L'histoire se répète à travers des génocides, des massacres. On a connu le premier massacre, génocide du siècle, c'était ceux des Arméniens en 1915, perpétrés par ces mêmes idéologies fascistes, islamistes. Les jeunes Turcs, pour moi, ne sont pas différents du régime actuel de la Turquie. Et aussi, nous sommes aussi j'étais très choqué par l'histoire, ce que nous avons connu, ce qui est arrivé à la communauté juive par les nazis. C'est encore très vif dans les mémoires, encore très récente. Nous partageons tout à fait cette douleur qui a connu la communauté juive par les nazis, mais aussi aujourd'hui au Rojava, en Syrie. Malheureusement, l'histoire se répète à nouveau. Nous connaissons des massacres, des populations déportées, des bombardements quotidiens, des femmes et enfants qui perdent leur vie. Donc il y a 100 ans, il y a 50 ans, peut-être on n'avait pas les mêmes moyens pour défendre l'humanité, ces hommes-femmes sans défense, mais aujourd'hui nous avons les moyens. Nous avons les moyens diplomatiques, économiques et militaires pour stopper ce genre de massacre. Et je pense que nous ne faisons pas assez, nous ne sommes pas assez réactifs envers ce dictateur pour ses ambitions personnelles aussi de son pays, d'envahir une région, d'occuper le terrain. C'est des ambitions de l'Empire ottoman, de faire créer un nouveau
Empire ottoman, ce n'est pas un secret, il le dit, et il commence par le Rojava, et il veut s'étendre à tout le Moyen-Orient en écrasant les Kurdes. Ça a été répété, les Kurdes ont payé très cher avec leur vie pour stopper l'obscurantisme, la barbarie du XXe siècle, qui était le djihadisme, malheureusement, qu'on a connu. Les images étaient terrifiantes, c'était choquante, mais pour stopper ça, les Kurdes ont payé très cher pour pouvoir aussi établir, avec la charte Rojava, aux différents peuples qui vivent, d'avoir une stabilité, une cohabitation parfaite, exemplaire au Rojava. C'est ça qui aussi énerve, je pense, qu'Erdogan. C'est cet pluralisme ethnique, confessionnel, qui l'énerve parce qu'il est l'ennemi de la démocratie, de l'humanité. Il veut écraser à tout prix pour que ça puisse se propager en Turquie, cette volonté démocratique qu'on a connue au Rojava. Pour nous, le Rojava, c'est l'ouest du Kurdistan. En le mot même, c'est l'ouest. Donc c'est pour ça que cette partie a été appelée Rojava, mais est composée de plusieurs peuples, arabes, turkmènes, kurdes, assyro-chaldéens et arméniens, qui vivent depuis presque 7-8 ans dans de bonnes conditions. Mais aujourd'hui, tous ces peuples sont menacés. Tous les Kurdes, toute cette population qui vit dans cette région est menacée par le régime turc et le régime fasciste. Pour nous, il n'y a pas d'autres mots à dire. Je vous remercie encore une fois d'avoir organisé cette réunion. Je voudrais laisser la parole. Merci beaucoup. Vincent, du département. Bien, merci, bonsoir à toutes et tous. Merci beaucoup Franck pour l'organisation de cette rencontre qui me semble importante à plusieurs titres. Le premier, c'est que, tu l'as dit et tu l'as rappelé, si nous sommes rassemblés aujourd'hui, c'est qu'un homme, à travers quelque chose de ce qu'il y a de plus virtuel, c'est-à-dire un tweet, a permis que vive l'horreur et les massacres dans cette région. Et pour celles et ceux qui n'ont pas vécu la guerre, qui n'ont pas vécu ces horreurs, l'information et la société telle que nous la vivons aujourd'hui rend les conflits parfois beaucoup trop virtuels. Et échanger sur les conséquences de la guerre, c'est aussi redonner une place à l'humain, à la question de l'humain, à la question de la vie humaine. Et dans ce conflit, ce qui est en question aujourd'hui, au-delà d'équilibres internationaux, de géopolitique, que l'on regarde comme si on regardait parfois un match de foot, voilà. Derrière ça, derrière ces mots, il y a des hommes, il y a des femmes qui ont vécu, qui ont souffert pour lutter contre la barbarie qui, jusque sur nos territoires, notre territoire a fait des dégâts. Et il est bon de se le rappeler et de ne jamais l'oublier. La deuxième raison pour laquelle cette rencontre me paraît particulièrement importante et que je salue une nouvelle fois, c'est que nous sommes dans une guerre d'influence. Une guerre d'influence vis-à-vis, vous l'avez dit tout à l'heure, d'un gouvernement qui a des capacités d'agir, qui a des capacités, la guerre et les massacres qui sont perpétrés ces derniers jours sont le fruit, non pas d'un acte de guerre, mais d'un tweet. Donc c'est qu'il y a des moyens de pression qui sont autres que simplement le conflit armé. Et je crois qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, vous vous attendiez à plus, vous vous attendiez à plus de réactions, à plus d'intensité dans les réactions, et je ne peux malheureusement que partager votre opinion et voir à quel point la France et l'Europe semblent paralysées vis-à-vis de ce conflit, alors que nous le savons, et vous l'avez dit, et je le partage pleinement, la Turquie n'est pas infaillible, la Turquie a des points de pression sur lesquels nous pouvons appuyer, et pour cela, il y a besoin d'une mobilisation d'un maximum de citoyens français pour faire comprendre au gouvernement et au président de la République qu'il s'agit là d'un problème majeur et qu'il s'agit là d'une question majeure qui engage la crédibilité de la France et de sa parole. Donc, merci pour cette rencontre. Pour ma part, j'ai participé un peu à la manifestation qui avait lieu hier et je le poursuivrai à chaque fois que je le pourrai. Et donc, vous pouvez compter sur le soutien d'une institution comme la nôtre qui, à travers sa présence ici,
vient à la fois saluer l'initiative de cette rencontre, mais également apporter son soutien à toute la communauté des Kurdes en France aujourd'hui. Je vous donnerai la parole après, Monsieur le Président de la Société des Kurdes. Merci beaucoup, bonjour à toutes et bonjour à tous. Monsieur le Président, merci d'avoir invité lors de ce débat, de cet échange empreint d'humanité et dans un univers et un lieu qui n'est pas, qui a un signifié, une histoire et qui est important pour nous tous. Merci d'avoir invité la présidente Carole Delga de la région Occitanie que je représente ce jour. J'ai été donc avertie hier soir assez tard et je me suis posé la question suivante, je me suis dit qu'est-ce qui fait que dans ce lieu-là, nous allons nous rencontrer et échanger sur la question qui nous est posée aujourd'hui, de la survie et de l'image de l'humanité et de ce que nous pouvons faire ensemble. Donc voilà, j'ai écrit un texte, je vais le lire rapidement, qui est très personnel, somme toute, et qui est aussi un témoignage, mais c'était pour moi l'histoire de lier. Vous en avez parlé tout à l'heure, la région Occitanie a voté un vœu il y a quelques mois en soutien au Rojava et aux combattants. Et politiquement, il nous semblait important d'être à vos côtés et de répondre à votre invitation. Elle est infirmière en 1944 en Allemagne. Envoyée à l'accueil des prisonniers, elle ne sait rien des camps. Personne ne sait rien d'ailleurs. Elle a 22 ans. En rang, elles sont une dizaine sur sa ligne. Elle se tient debout et droite, comme les autres. La chef d'équipe vient de leur expliquer que le premier convoi allait arriver. Les militaires sont des soviétiques, ils conduisent les premiers camions, lourds, verts et poussiéreux. Les premiers bruits de moteur se font entendre dans le lointain. Elles sont comme au garde à vous, elles savent les gestes, elles imaginent les premiers soldats, les pleurs, ce à quoi ressemble un homme affaibli et blessé, mais libéré. Elles sont jeunes et courageuses. Le premier camion stoppe sur la ligne, les militaires font tomber le lourd haillon métallique pour faire apparaître les marchepieds. D'un signe de tête, l'infirmière en chef ordonne à la jeune femme de monter sur l'arrière et de débâcher le camion. Elle s'exécute. Elle escalade la haute marche, défait la bâche. Dedans, c'est la pénombre. Elle n'est pas encore complètement entrée dans ce qui apparaît être une fosse. Elle ne comprend pas. Pas de bruit, pas de gémissement, pas de sang. Elle tire un peu plus la bâche et accroche un des œillets pour libérer ses mains. Les couvertures jonchent le sol du bahut. L'odeur est insoutenable. Elle commence à sentir que quelque chose ne va pas. Ce n'est pas la guerre sous ses yeux, c'est autre chose. Les couvertures bougent. Elle avance un pied à l'intérieur du camion. Elle respire lentement. Elle tend une main tandis que l'autre s'agrippe à la bâche restée baissée sur le côté du camion. Elle tire doucement la couverture. Les corps sont nus, gris, ils n'ont pas d'âge. Ce sont des hommes entassés, serrés les uns contre les autres comme des animaux. Ils n'ont pas de cheveux, mais de la vermine galope sur leurs sourcils et sur le pourtour de leur bouche. Elle reste interdite. Il faut prendre une décision. Elle plonge ses yeux dans les premiers yeux qu'elle trouve, mais il n'y a pas de regard auquel se raccrocher. Tout est vide, aucun mot, aucun son, rien. Elle avance machinalement l'autre pied dans le fond du camion, recourbée, elle est happée par l'horreur. Ces cadavres ne sont pas morts, ils sont vivants. Tu ne peux pas imaginer la terreur que c'est, ma fille. Tu ne peux pas. 50 ans après, ses yeux sont pleins de larmes. Tu ne peux pas imaginer la frayeur. J'étais terrorisée. Je ne comprenais pas ce que j'avais sous les yeux. Mon corps ne me répondait pas. Je ne pouvais pas crier. Je ne savais pas quoi faire. Alors je me suis baissée. J'ai pris la main du premier être que j'avais à mes pieds. J'ai enroulé son bras autour de mon cou. J'ai glissé mon bras derrière ce qui restait de son dos, mon autre bras sous ce qui avait été un jour des jambes, et j'ai soulevé ce qui avait été un jour un homme. Il était nu, je l'ai porté sans rien dire. Je me suis tournée. Un militaire s'est hâté au bas du marchepied pour attraper mon fardeau. J'ai crié aux autres filles, civières. Et nous avons déchargé les corps de ces êtres vivants déshumanisés. Personne ne criait, nous portions les civières au médecin. Pas un bruit, pas une larme. Nous n'étions pas préparés. Personne ne l'était. Tu sais que je m'en veux encore aujourd'hui. Tu sais pourquoi? Dans ce camion, à ce moment-là, ce ne sont pas les nazis qui m'effraient. Non. Ce sont ces corps décharnés, morts mais vivants.
Je suis terrorisée par leurs yeux, par leur couleur, par l'odeur. J'ai peur comme en enfer, comme s'ils allaient me sauter dessus et me dévorer. J'ai vu des monstres, j'ai respiré cette odeur dans ces camions et ça m'a hanté toute ma vie. Tu te rends compte? Ils venaient de sortir d'une tombe et je n'avais pas peur de ceux qui les y avaient enfouis. J'avais peur de ces restes d'humains. Je m'en veux encore de ne pas avoir chuchoté, de ne pas avoir pu les rassurer. Je me suis avancée, j'étais glacée. Je ne voulais pas être là. Je ne voulais pas voir, pourtant je l'ai fait. J'ai porté des hommes et des femmes sans âge. Et j'ai décidé qu'il fallait qu'ils vivent, coûte que coûte. Tu comprends, ma fille? Tu comprends pourquoi il faut se battre? Certains hommes sont des loups pour d'autres. Certains sont bien pires. Des loups n'auraient pas fait ça. N'oublie jamais ce que je te raconte. Les hommes sont capables d'accomplir de belles choses, mais j'ai vu l'indicible. Il faut toute sa vie se battre et dépasser ses peurs. Si tu trouves que quelque chose est injuste, affreux, tu dois te lever et le dire. Rien que le dire maintient en vie la conscience de soi. L'idée que ce n'est pas partagé par tous ne doit pas rester un concept. Si tu n'es pas d'accord, dis-le. Une voix, un mot, un murmure. C'est le début de la contestation. Tu comprends, ma fille? Tu dois toute ta vie te rappeler du camion et du petit bout de femme que j'étais. Il faut soulever des corps morts qui sont ceux de gens vivants pour admettre que tu peux, de l'horreur, faire renaître un bout de vie et t'accrocher à cette vie. Ma grand-mère m'a enseigné ce qu'était le courage. Il ne faut pas tenir une posture de héros, il faut juste tenir une idée fixement, comme étant un objectif atteignable, sans jamais la lâcher. Jamais. Tu as le droit de vivre, c'est ce qu'il faut répéter à celui qui est en danger. Je vais faire tout ce que je peux pour qu'au moins, à cet instant et celui d'après, tu vives. Je n'ai pas vécu le camion, mais j'ai croisé dans ma vie beaucoup d'hommes et de femmes qui, comme ma grand-mère, ont dû escalader la terreur pour aider la vie à survivre. Je leur suis reconnaissante de m'avoir raconté comment on apprend à porter ceux qui nous entourent et qui ne peuvent plus marcher. Je sais qu'au-delà du dégoût insupportable que nous inspire la douleur, nous pouvons nous redresser et porter la vie à bout de bras, et au-delà du fait que nous le pouvons, nous le devons. Dans ces mots, nous retenons l'apprentissage. Nous pensons que nous sommes figés, les bras ballants, et que nous, humains, sommes cantonnés à constater ou regarder de loin ce qui se trame là-bas, chez vous. Il nous reste, et c'est ce qui nous réunit ce jour, il nous reste la fraternité, cette chaîne qui nous définit à cet instant et nous unit pour revendiquer notre désaccord, notre désarroi, notre inquiétude et notre espoir, parce que c'est de ce qu'il s'agit. Nous savons ce qui se déroule en ce moment et le simple fait de revendiquer notre condamnation de cette attaque fait de nous des humains. C'est cet espoir qu'il faut porter, c'est ce qu'il ne faut jamais cesser de dire à l'unisson. Le peuple kurde doit vivre, nous devons le soutenir et de toute notre fraternité l'enlacer. Je vous remercie. Je sais que ça va pas être facile, mais je préfère vous passer la parole. Après tout ça, ça va être difficile. Ouais. Je vous remercie d'avoir organisé cette rencontre. Je suis président de l'Association mondiale des victimes du génocide kurde, que nous avons mis en place depuis 2017. Nous travaillons dessus, c'est un travail assez difficile. L'histoire répète à chaque fois, sur tous les 10 ans à peu près, ça répète la même histoire. Je suis arrivé en France en 89, suite au génocide kurde d'Irak. Et ce qui s'est passé à Afrin et aujourd'hui sur le reste du Kurdistan syrien, ça nous fait très mal, ça nous rouvre les plaies. Mais malheureusement, nous, on ne peut pas faire grand-chose. Parce qu'aujourd'hui, même l'Europe ne joue plus le jeu qu'il avait lancé. Aider les Kurdes en Syrie pour vaincre les terroristes. Aujourd'hui, ils ont relâché comme un mouchoir. Alors, on n'en parle plus. Malheureusement, la France peut aider les Kurdes, comme elle a fait en 91, lorsque il y a eu la guerre du Golfe, 1 million de réfugiés qui sont partis vers la Turquie et l'Iran. Le 36e parallèle pour la protection aérienne. C'était la France qui avait mis ça en place.
que les Kurdes puissent devenir réfugiés chez eux, pas chez leurs voisins. Ça, c'était à l'époque où il y avait François Mitterrand et Madame Mitterrand, qu'on appelle notre mère, la mère de la patrie kurde. C'est grâce à elle que je suis ici aujourd'hui. La France peut agir et prendre le commandement de l'OTAN face à la Turquie, puisque les États-Unis vont quitter. Ils ne veulent plus rester là-bas. C'est très simple, mais s'il y a la volonté. Mais malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas de volonté pour faire plier Erdogan sur cette question-là. Ni la France, bon, elle parle, on le sait, elle bouge beaucoup, elle a fait pas mal d'initiatives, mais ça reste juste des paroles. Il n'y a pas d'actes. Il faut des actes aujourd'hui. Les paroles, bon, on soutient tous, mais on ne peut rien faire. C'est les États qui peuvent faire quelque chose. C'est les parlements européens et surtout la France. Elles peuvent faire quelque chose pour les Kurdes aujourd'hui. Voilà, suite à vous tous, je n'ai pas d'autres choses à ajouter. Vous avez tout dit pratiquement. Et de nouveau, je vous remercie à tous d'être présents aujourd'hui ici. Notre combat va continuer et j'étais en contact avec mes avocats au Kurdistan pour voir comment on peut déposer des plaintes à La Haye, parce que c'est un crime de guerre et il n'y a pas d'autre mot. Et un nettoyage ethnique, parce qu'en déplaçant les Kurdes de cette zone de 32 km soi-disant, elle va toucher pratiquement au Kurdistan d'Irak. Ce qui veut dire, pour que les Kurdes de nous-mêmes, celui de l'Irak, puissent devenir des otages d'Erdogan. Parce qu'il ne faut pas oublier, il y a aujourd'hui l'armée turque au Kurdistan d'Irak. Mais elle est rentrée sans guerre, soi-disant, sans amener des terroristes avec eux dans ces zones. Et cela, c'est... Si le Java tombe, le Kurdistan d'Irak va tomber aussi, parce qu'ils n'ont plus d'autre choix. L'Irak et l'Iran sont contre les Kurdes, parce qu'on a vu comment les États-Unis et l'OTAN nous ont lâchés il n'y a pas longtemps, il y a 4 ans. À Kirkuk, 51% du territoire des Kurdes s'était redonné au gouvernement central. Il y a eu aussi génocide là-bas de nouveau, parce que nous, les génocides sur génocide. 87-88. Après le Saddam, le nouveau gouvernement irakien, génocide encore. La Syrie a fait un génocide. Et actuellement, encore des génocides. Nous n'avons que dans notre histoire des génocides. Et nous, on souhaite que l'opinion publique, qui a un plus grand soutien à notre association, pour qu'on puisse aller de l'avant et demander des comptes à ces États et de le faire plier financièrement et par la justice. Parce que nous n'avons pas d'État. Et lorsque nous n'avons pas d'État, on est obligé d'agir. Et on a réfléchi mûrement sur cette question. Et ni le gouvernement régional et les prisonniers du gouvernement central, les Turcs et l'Iran, etc., il n'a pas bougé depuis 31 ans. Et pour ça, on a créé cette association pour permettre aider les civils. C'est une association apolitique et laïque. Nous défendrons tous les personnes qui vivent sur la terre kurde, qu'ils soient arabes, kurdes, azériens, d'où qu'ils viennent. Mais s'ils sont victimes sur la terre kurde, nous allons les défendre par voie judiciaire en Europe, en France d'abord, et au Kurdistan et dans le reste de l'Europe aussi. Voilà. De nouveau, je vous remercie à tous d'être présents et merci pour l'organisation de cette rencontre. Je salue la présence de Sandrine Morc, qui est la députée, quelle circonscription, de l'Haute-Garonne, de la majorité, et je vous remercie d'être présente à nos côtés. Que vous dire de plus, si ce n'est que je suis persuadé d'une chose, c'est que l'immense majorité de la population française est sensible à cette question. L'immense majorité de l'opinion française ne soutient pas la politique du président Erdogan, que tout le monde a à cœur l'esprit de gratitude
en particulier toutes les familles des victimes des attentats depuis l'émergence de l'État islamique. Et il faut absolument continuer ce travail sur l'opinion. Je le dis à notre ami le journaliste de la Dépêche du Midi. Il faut continuer inlassablement de sensibiliser l'opinion qui n'aime pas l'ingratitude, qui n'aime pas qu'on tourne le dos à ses amis. Et je suis persuadé que chaque fois que des initiatives seront prises dans ce sens, elles rencontreront un avis, une réaction favorable de l'opinion française, parce que l'opinion française est comme ça. Notre histoire se constitue toujours à travers un esprit de gratitude. Les dirigeants ne sont pas toujours au rendez-vous de l'opinion, mais il y a des contraintes que nous ne connaissons pas toujours, et donc nous ne pouvons pas chercher à les accabler de façon systématique ou idiote. Mais moi, je sais que l'opinion est de votre côté, j'en suis intimement persuadé, et donc je vous renouvelle une fois de plus à la fois notre amitié, notre admiration, parce que nous sommes admiratifs devant des soldats qui se battent pour des vraies valeurs, avec humanité, avec détermination et avec courage, parce que ce qui caractérise aussi les combattants kurdes, c'est le courage. Et avoir des combattants hommes et femmes pour défendre un morceau de territoire, et parfois plus encore, puisque vous défendez l'Occident. Vous êtes un peu à la façon d'Israël, une pointe de l'Occident dans un univers sombre qu'est le Proche et le Moyen-Orient. Et de ce point de vue-là, nous sommes à vos côtés, nous vous le redisons. Et si quelqu'un dans la salle, avant que nous levions cette réunion, parce que nous entrons ensuite dans une période ce soir de fêtes religieuses, dans toute une séquence de fêtes religieuses, on pourra lever la séance, mais je donne la parole à Jean-Luc Halimi. Voilà. 2-3 prises de parole à l'Assemblée. Je voudrais juste, dans le prolongement de ce qui a été dit, on a parlé de la tragédie qui se déroule, et je crois que tout a été dit, on parle bien d'un déplacement, d'un nettoyage ethnique, jusqu'à 1 million de personnes. Et je voudrais juste signaler, et en prolongement de ce qu'a dit Franck, quand même une décision, une intervention lumineuse qui est venue de chez vous, c'est cette décision des responsables des Kurdes de Syrie, finalement de prendre une décision ô combien difficile, de se tourner vers la Syrie, et ils ont expliqué qu'il y avait un choix draconien à faire, choisir la souveraineté ou choisir la vie. Ils ont choisi la vie, vous avez choisi la vie, et là je pense que vous avez vraiment toute notre admiration pour ce choix qui a été plus facile à dire qu'à faire, après avoir combattu les Syriens. Vous avez clairement et sans hésiter, ils ont choisi la vie, et on espère très sincèrement, bien sûr, que l'histoire saura vous récompenser de ce choix de la vie, plutôt que la souveraineté, plutôt que le terrain, que vous avez choisi la vie de votre peuple. Vous avez notre admiration en ce sens, et c'est une valeur, naturellement, la vie avant tout, à Israël Chai, que nous partageons, bien sûr, entre le peuple juif et le peuple kurde. Moi, mon témoignage est tout à fait particulier puisqu'il est très intime. Je suis devenu l'ami de Hakim Ahmed, qui habitait dans ma résidence et qui était responsable des Kurdes ici. Et il était en but à beaucoup de racisme dans la résidence où j'habite, et j'étais pratiquement son seul ami. Et à travers cela, je me suis intéressé à la situation des Kurdes. Et je l'ai absolument comparé à ce que j'ai vécu moi-même, puisque c'est pas un honneur, j'ai dû de 60 à 62 combattre dans les Mechtab, en Algérie, et il y avait dans mon régiment, plutôt dans mon commando, il y avait des harkis et des morazni. Et je me souviens qu'en 62, nous avions décidé de reprendre le pactage des harkis sans leur laisser la moindre arme, et qu'à côté, dans un petit patelin qui s'appelait Média, de les voir et de les entendre se faire égorger. Cette situation me rappelle, votre situation me rappelle cet abandon, cette trahison, qui pour moi est restée absolument insupportable. D'où mon amitié pour Achour Bali, qui rassemble et qui représente les harkis dans Toulouse. Voilà. Très bien. Et je vais vous souhaiter tout le bonheur du monde. Et vous dire que ce que je vous dis, je le dis avec ça. Voilà.
peut-être juste un petit témoignage en tant que journaliste et non pas en tant que député. Il y avait une manifestation à Toulouse que j'avais couvert pour France 3 à l'époque, parce que les pères et les grands-pères repartaient combattre Daesh. Et donc vous avez fait une manifestation, et puis j'avais décidé d'aller un petit peu plus loin, et j'avais pris des portables rapidement, et j'avais refait un sujet ensuite à Montauban. Je ne sais pas si la famille, je ne me souviens pas de son nom évidemment. Pardon ? Sabri, qui s'appelle. Sabri, exactement. Ah ben, je veux bien le contacter d'ailleurs, parce que j'aimerais réussir à faire des sujets au long cours, hein, et expliquer un petit peu ce que c'est, cette récurrence qui vient perpétuellement, alors que... Et donc, je vais juste vous dire un petit peu, alors j'étais rentrée dans cette famille, dans un lotissement à Montauban, archi classique, les enfants qui faisaient leurs devoirs, leur maman assez prêtée, qui faisait attention avec un foulard, un tapis terminé, le reste, le lotissement de banlieue, quoi. Et puis on discute, on fait le reportage, etc. Donc le père, le grand-père qui était parti. Donc c'était déjà quand même une histoire forte, un engagement fort. Hein. Et en discutant, je leur dis, tiens, moi je suis allée sur la frontière irako-turque au début de ma carrière, en fait, en tant que journaliste. Je travaillais pour Médecins sans frontières, et j'étais partie sur la frontière des Kurdes qui étaient chassés par Saddam Hussein et qui étaient coincés dans une montagne, je sais plus, à 15 heures de camion, de van, voilà, dans ces endroits-là. Et donc je me rappelais très très bien, j'avais vu des gens, j'avais vu des mines qui enfouies dans le sol, des gens qui sautaient, enfin la façon dont on jetait du pain à des gens qui étaient totalement affamés dans les camions, enfin c'est bon, le manque de couverture, enfin le camp de réfugiés classique en montagne. Et en discutant avec cette jeune femme qui devait avoir 30 ans peut-être, je sais pas, ou 35, je dis, moi et elle me sort une photo de son album photo. Et là qu'est-ce que je vois ? Une tente de réfugiés, elle, enfant et sa grand-mère. Voilà, et ça, je veux dire, ça se répète. Et le voisin de cette femme n'a jamais su quelle était l'enfance de cette fille. Et c'est ça que je voudrais dire. Je pense que l'opinion publique, il faut quand même qu'elle comprenne qui sont nos voisins, que c'est des conflits qui sont des conflits des gens d'à côté de chez nous, quoi, en fait, ce que vous dites, par exemple, cette méconnaissance crasse de l'actualité. Alors c'est parce que aussi on ne fait pas un suivi. On fait un sujet, puis après, ciao bye, on part sur complètement autre chose. Mais je pense que si on racontait l'histoire des Kurdes à travers le voisinage, à travers l'empathie, qui est pas c'est même pas ce mot-là qu'il faudra employer, c'est l'humain. Ouais, le voisinage, le bon voisinage, et qu'on s'intéresse un peu à l'enfance d'une jeune femme qui a été dans des camps, celle-là, alors qu'aujourd'hui l'actualité revient comme un boomerang, on aurait peut-être plus de continuité. Et on saurait quoi faire et comment agir. Parce qu'il ne faut pas ressortir d'ici sans se dire, et voilà, ok, parce que là, c'est encore une enfilade de paroles formidable. Hein. C'est quoi l'étape d'après, quoi ? Bien, merci à tous. Et on va se revoir. Nous, de notre côté, dès notre prochain conseil d'administration, on a l'intention d'agir au niveau national aussi, avec notre conseil d'administration national du CRIF. Donc on vous tiendra au courant rapidement de tout ce qu'on va faire. Et on a pas mal d'idées en tête pour agir vite et bien. Non, moi c'était juste pour réagir à ce que vous disiez. C'est vrai que si on interroge n'importe quelle famille kurde, mais vraiment n'importe laquelle, ils vous parleront souvent qu'au cours de leur vie, alors si ce n'est pas eux personnellement qui sont atteints, leurs parents, leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents, soit il y a eu des déplacements, soit il y a eu des tués, soit des personnes qui ont dû prendre les armes pour défendre leur famille, pour défendre leur peuple. Donc c'est quelque chose de très très récurrent chez nous. Et c'est vrai que si vous interrogez n'importe quelle famille kurde, vous aurez toujours malheureusement le même schéma, le même défilement historique. C'est ce qui nous rejoint en fait aujourd'hui, malheureusement. Avec des gens qui, dans l'actualité, repartent encore au combat. Oui, c'est pour ça, c'est un perpétuel recommencement pour nous et c'est extrêmement douloureux. C'est pour ça qu'on a vraiment besoin d'un appui, d'un soutien aujourd'hui. Peut-être que ce sera le point d'orgue, le point final cette fois-ci, on l'espère tous. Ouais. On vous souhaite une longue vie. On vous souhaite un jour d'avoir un État. Oui. C'est un chemin long, nous le savons. Nous, on a mis
plusieurs centaines d'années. Après, c'est dur de le garder aussi quand on est dans un environnement hostile, mais ça, vous le voyez tous les jours, combien l'environnement politique et géopolitique autour de vos attentes, de votre quête, de ce Kurdistan qui ne voit toujours pas le jour. En plus, vous avez eu l'intelligence et l'habileté de ne pas demander d'indépendance, mais une autonomie. Et même ça vous est refusé par l'ensemble des voisins du Kurdistan. On vous souhaite d'avoir cet État un jour, parce que comme pour Israël, je pense que ce sera une lumière, une pépite de démocratie, de respect autour de vous et autour d'un environnement qui, hélas, ne s'illustre que par l'obscurantisme, par la violence. Et voilà, donc nous vous le souhaitons et nous sommes à vos côtés. Merci à tous.